Les agences de notation distribuent les bons, les mauvais points, au point que la réputation d'une entreprise peut être faite ou défaite en un instant. Donc entre contribution, utilité, raison d'être, tiens, on a eu raison de l'inviter pour nous aider à décrypter. Professeur Geneviève Ferronne-Creuset, venez nous rejoindre. Merci de l'accueillir. Geneviève Ferronne-Creuset. Venez près de moi, je vous en prie. Alors, comme on dit in English, the floor is yours. Mais d'abord, cofondatrice et associée du cabinet Profil. Cabinet Profil, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui s'est construit sous une ligne de crête un peu improbable, profit, non-profit. Comme en France, il y a une ligne Maginot, choisis ton camp, camarade, profit, non-profit. Nous, on a considéré que cette ligne Maginot était obsolète. Et on l'enjambe allègrement, à la fois pour réinventer des modèles de gouvernance et des modèles économiques. Et ça donne du jus, voilà. Parfait. Alors, on va aborder tous les sujets qui nous concernent. La loi Pacte, la raison d'être de l'entreprise. On va vous écouter avec beaucoup d'attention. Du coup, je vais me mettre dans l'assistance, moi. À tout de suite. Voilà, j'ai un moment de solitude, là. Parce que non, on est tous là. Bien. Alors, je ne sais plus trop... qu'est-ce qu'on fait avec l'heure, mon cher Frédéric? Je gère, vous inquiétez pas. Vous gérez. Ouais, on avait dit une vingtaine de minutes. Oui, puis des questions, vous allez être dévoré par les questions. Donc, alors, donc pour lancer 20 minutes, peut-être faire effectivement, parce que la preuve par le carnet de notes, il faut que je vais poser un tout petit peu le décor. Le sujet de la responsabilité sociale des entreprises, qui est un sujet que vous connaissez tous, vous l'avez appréhendé d'une façon ou d'une autre, c'est quand même un sujet qui est apparu dans les radars depuis bien une bonne quinzaine d'années, facile. Et il faut savoir que c'est un sujet qui a été conceptualisé au sein des organisations, enfin des institutions des Nations Unies. Et moi, j'ai eu le grand bonheur de commencer à travailler aux Nations Unies dans le domaine de l'environnement, de l'énergie, d'avoir assisté notamment au sommet de la Terre de Rio en 92. Comme ça, j'étais très jeune. C'est celui où Chirac disait la maison Non, brûle. c'est après, c'est Johannesburg. C'est celui de Johannesburg, c'est en 2002, Johannesburg. Et tout ça pour dire qu'en début 90, les entreprises commencent à être interpellées sur leur responsabilité sociale environnementale, eu égard à on va dire, ce qu'on appelle des externalités de plus en plus patentes. Et on commence à se poser des questions. Alors, elles sont simplement, à cette époque-là, des interrogations sur notre modèle de croissance, bien qu'il y ait eu le rapport Meadows en 70. Dans les années 70, il y a eu d'ailleurs intellectuellement énormément d'articles, de livres très intéressants qui ont été publiés sur nos modes de production, nos modes de consommation. Mais tout ça n'a pas réellement c'est pas réellement concrétisé au niveau du grand public et des entreprises. Et c'est la décennie 90 qui commence à poser une interrogation au-dessus de nos têtes. Dans la foulée, se créent des premiers référentiels de responsabilité sociale, très imparfaits. On essaie de construire une langue véhiculaire qui pourrait interpeller les entreprises et poser des indicateurs permettant une forme de comparabilité. Et alors, c'est là qu'arrivent les agences de notation sociale environnementale. Alors moi, j'ai eu le bonheur de créer la première agence de notation sociale environnementale en France en 97, qui s'appelait ARES, que vous connaissez probablement, et je n'y suis pour rien, ça je peux vous le dire, mieux sous le nom de Vigéo aujourd'hui. Donc, simplement pour vous dire qu'à cette époque-là, quand on crée une agence de notation sociale environnementale, je revenais des États-Unis, où j'avais travaillé avec des fonds de pension américains, des fonds de pension publics, qui, eux, commençaient à intégrer ces fameux critères environnement, sociaux, gouvernance, ESG, dans leur politique d'allocation d'actifs, en se disant la rentabilité à long terme d'une entreprise n'est pas uniquement des indicateurs financiers, c'est aussi des indicateurs peut-être plus qualitatifs, mais qui nous permettront de caractériser un niveau de risque d'une entreprise sur des sujets sociaux, environnementaux et de gouvernance. Si une entreprise est une bombe à retardement social, une poubelle environnementale, qui a une gouvernance qui dysfonctionne gravement, c'est évidemment des facteurs de risque qui peuvent impacter la rentabilité à long terme. Et j'avais été très intéressée par cette démarche et j'étais revenue à Paris, donc créer cette agence ARES. Voilà, donc je pose le décor. Je ne vais pas m'appesantir, simplement pour vous dire que c'est apparu, cette décennie 90, elle a posé deux choses très fortes.
l'investissement socialement responsable, le début de ce qu'on appelle l'ISR, et l'effet miroir en entreprise, la responsabilité sociale des entreprises. Mais avec quelque chose d'étonnant, c'est que moi je me souviens quand on interpellait les entreprises en leur demandant qu'est-ce qu'elles faisaient sur ces sujets-là, aucun reporting n'était obligatoire à l'époque, rien de rien. Donc je me suis dit, j'avais créé une super carrosserie, mais il n'y avait absolument pas d'essence pour faire rouler la voiture. Parce que l'essence, c'était les data. Il n'y avait aucune, mais vraiment aucune donnée disponible. Et donc, je me suis beaucoup investie dans la loi NRE 2001 pour qu'il y ait une forme de reporting qui naisse auprès des entreprises pour qu'on puisse évidemment commencer à les évaluer et à les comparer. Et d'une certaine façon, cette époque qui a été une époque vraiment très riche, très intéressante, elle a réveillé les entreprises qui se sont structurées et les postes de directeur développement durable et de directeur de la responsabilité sociale sont apparus dans les organigrammes. Exactement 10 ans plus tôt, les postes de directeur relations investisseurs sont apparus quand les entreprises ont commencé à s'ouvrir aux investisseurs institutionnels, à être cotées sur différentes bourses. Et donc, le dialogue investisseur-entreprise a dû se renforcer. Donc, on a créé des postes de directeur investisseur. Et là, 10 ans après, on crée des postes directeur développement durable et RSE. C'est pour vous montrer l'extrême plasticité de l'entreprise sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, je me souviens d'Ernest-Antoine Sellière, que peut-être que vous avez connu. Je suis sûre que vous l'avez connu. C'était qui m'avait fait rentrer au comité éthique du MEDEF, qui avait repéré Arez et qui ne comprenait pas trop ce que je faisais et qui m'a dit, bon, ok, j'ai pigé, en fait, vous êtes la preuve vivante de l'extrême plasticité du capitalisme, on va vous avaler et vous recracher. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la RSE. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Les entreprises ont parfaitement compris les codes de la RSE, toutes ces obligations de reporting qui tiennent beaucoup plus de la conformité, qui sont extrêmement fastidieuses, mais qui jamais, au grand jamais, jusqu'à présent, n'interpelle la stratégie de l'entreprise et ne modifie le rapport de force dans l'entreprise. C'est-à-dire que la RSE est devenue une contrainte et vécue comme une obligation de conformité qui, bien sûr, donc c'était un véritable millefeuille puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets, les entreprises ne modifiant pas leur modèle économique et leur modèle de gouvernance en profondeur, évidemment, eh bien, on continue à aller vers des scandales. Je pense au Rana Plaza, enfin, je pense à des... Peut-être pas le mot catastrophe est peut-être un peu fort, mais enfin, en tous les cas, on se rend compte que la défiance s'installe alors qu'une politique de responsabilité sociale devrait au contraire créer de la confiance. Et donc, le législateur arrive en disant alors la diversité, vous n'êtes pas au rendez-vous, hop, on vous fait une loi pour la diversité. Avoir les quotas de femmes dans les conseils d'administration, vous nous aviez dit que vous vous en occupez, vous ne le faites pas, hop. Et en fait, on est toujours dans une forme de réactivité. Le législateur revient, impose, et les entreprises, évidemment, jurent que cette fois-ci, on ne les reprendra pas et qu'elles vont tout faire pour... Et on est dans une sorte de... Vous connaissez un peu ce film assez rigolo qui s'appelle Un jour sans fin, vous savez. On a l'impression que vous êtes dans une boucle temporelle où on a exactement les mêmes postures, les mêmes jeux de rôle, et les choses ne s'améliorent pas. Et finalement, donc dans mon rôle de noteuse, donc je vous avais compris que je suis la mère de Nicole Notat, même si ce n'est pas intuitif. Mais c'est vrai. Elle le reconnaît aussi. J'ai noté les entreprises pendant un certain nombre d'années. J'ai recréé d'ailleurs une agence de notation aux côtés de Fitch Ratings, et j'ai créé Core Ratings. Et que j'avais rencontré Marc de la Charrière qui était intéressé par ce que je faisais sur la notation extra-financière, et ça fait un carnet de notes de l'entreprise. Et moi, à l'époque, j'avais une fixette. Ma fixette, c'était très simple, c'était de dire, est-ce qu'il n'est pas possible de concilier la notation financière et extra-financière ? Il y a probablement là des germes pertinents qui permettraient d'affiner à la fois la vision du risque, mais également des fondamentaux sur la gestion et la responsabilité et l'utilité de l'entreprise. Le jour où vous verrez une entreprise dévissée en bourse parce que son rating social environnemental s'effondre, et c'était un petit peu ça l'idée, c'était cette idée de réconcilier ces indicateurs. Ce qui n'a pas été possible de faire, et j'ai toujours le souvenir du patron de Fitch Ratings, qui était un New-Yorkais, à qui je devais rendre des comptes, qui chaque fois vraiment se demandait ce que je faisais là, mais vraiment il se demandait sincèrement, mais c'est quoi ce truc ? Et il me disait toujours, you and your ethical ratings. Ethical, il se bouchait le nez. Je dis, mais it's not ethical.
Et en fait, il avait une représentation de nos sujets qui simplement ne rentrait absolument pas dans sa logique. Donc vous voyez le chemin qu'il a fallu parcourir pour que finalement ces questions de responsabilité, et derrière cette question qui interpelle l'utilité de l'entreprise face aux enjeux qui sont, dans lesquels nous sommes, ils ne sont même pas devant nous, on baigne dedans, il a fallu faire un chemin de plus de 15 ans. Et entre-temps, la RSE a été démonétisée, ceux qui s'en occupent en entreprise ne sont jamais rattachés dans des fonctions régaliennes. Vous n'avez jamais vu, j'ai jamais vu moi, dans une politique de M&A dans une entreprise, on ne va pas demander à l'avis au directeur d'ED, c'est quoi tes critères de due diligence dans la politique de M&A du groupe. Peut-être que demain, ça sera le cas. Vous voyez, donc tous ces sujets-là ont du mal à s'installer. Alors, moi, je ne parle pas de mon ancienne entreprise, évidemment, parce que j'étais directrice développement durable du groupe Veolia Environnement, et vous avez entendu Jean-Marie Lambert ce matin, mais c'est pour vous dire à quel point, finalement, ces sujets-là, même si on a l'impression qu'ils progressent, en fait, il y a une sorte de plafond de verre. Voilà. Et parler du DD dans un COMEX, c'est compliqué. Parler du DD dans un conseil d'administration, même si on vous dit qu'il y a un administrateur qui est en charge du développement durable, en fait, c'est un sujet aimable, c'est un sujet de prospective, c'est un sujet qui nourrit le sens. Mais en aucun cas, c'est un sujet qui est considéré à un point tel qu'il permet de faire pivoter des modèles économiques. Et c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc, le fameux carnet de notes, en fait, oui, il existe. Oui, les agences de notation extra-financière se sont énormément développées. Oui, le législateur lui-même est venu imposer du reporting. Oui, les réseaux sociaux sont beaucoup plus féroces que les agences de notation extra-financière. Je peux vous dire que le carnet de notes, c'est plutôt les réseaux sociaux qui le tiennent que les agences de notation financière. Et que finalement, on n'a plus ce signal sur bruit qui permet de dire, mais cette entreprise, comment elle se comporte réellement in fine. On est noyé dans le bruit. Moi, quand j'ai commencé mon métier, il y avait quasiment... c'était le vide intersidéral, donc l'entreprise qui publiait un rapport, le bilan social était obligatoire, mais une entreprise qui publiait un rapport environnemental qui n'était pas obligatoire, on l'a capté tout de suite, on le voyait. Aujourd'hui, il y a tellement de bruit autour de l'entreprise sur ces sujets-là qu'on n'arrive plus à capter le signal. Et ça, c'est dommage, et ça participe de cette cacophonie. Là, on a l'impression qu'on arrive à un point, et je me suis vraiment enthousiasmée pour la loi Pacte, et notamment sur les sujets d'entreprises à mission et de raison d'être. Parce que dans le cas de ces entreprises à mission, il y a un seuil qui a été franchi, c'est-à-dire que ce sujet de la responsabilité sociale, on le place au cœur de la gouvernance. Parce qu'en fait, il y a juste une partie prenante qu'on n'a jamais interpellé quand on établit vous savez, ces fameuses cartes de matérialité RSE pour voir les parties prenantes, fournisseurs, collaborateurs, ONG, comment elles sont traitées par l'entreprise. Il y a une partie prenante qui n'est jamais représentée et à qui on ne demande jamais ce qu'elle pense, alors qu'il y a une telle asymétrie en sa faveur que moi je commencerai par cette partie prenante, c'est l'actionnaire. Il me semble que les actionnaires devraient être complètement réintégrés dans cette interrogation du rôle de l'entreprise au XXIe siècle. Et si les actionnaires ne sont pas d'urgence réintégrés dans cette interrogation, alors nous allons manquer de nouveau une marche, c'est-à-dire que nous allons reproduire les errances du passé. Et précisément avec la loi Pacte, la loi Pacte, alors c'est une loi fleuve, mais vu de cette interrogation sur le rôle de l'entreprise, c'est-à-dire l'article 1833 et 1835, donc maintenant, l'entreprise est créée en considérant les enjeux sociaux et environnementaux, ça rentre dans le droit positif. Et en fait, le droit positif rejoint les attentes de la société et se réaligne avec la jurisprudence. Voilà, donc ça, c'est droit positif. Ça n'avait pas été toiletté depuis Napoléon, depuis 1804. Et 1835, tous les CA peuvent réfléchir à leur raison d'être et l'inscrire dans leur statut. Alors, on a vu qu'il y avait une épidémie de raison d'être dans les assemblées générales et dont la saison s'est clôturée le 14 juin avec le vote de la raison d'être de Carrefour qui a dit qu'ils l'inscriraient dans le préambule de leur statut. Donc, il y a Athos et Carrefour qui ont décidé de l'inscrire modifier les statuts.
Veolia a été présenté en AG, ne l'inscrit pas dans les statuts, mais beaucoup d'entreprises, finalement, se sont posé la question de se dire, au conseil d'administration, mais à quoi on sert, quoi, finalement? C'est quoi notre contribution à la société, compte tenu des enjeux qui sont les nôtres? C'était une forme de renouveler ses vœux, se poser la question du sens de la contribution, de l'utilité, et ça a une valeur très performative. À partir du moment où vous dites, voilà, ma raison d'être, c'est ça, que vous l'avez travaillé, quel que soit, on va dire, la rédaction, la formalisation, c'est une façon de vous présenter au monde. Ce n'est pas dénué d'ailleurs de conséquences. Alors je ne pense pas du tout au risque juridique, parce qu'il faudrait qu'il y ait une matérialité du préjudice qui soit telle que ça ouvre la porte à des formes de recours. Mais c'est une façon, au niveau du conseil d'administration et du comité de direction générale, de se poser la question du sens. Et puis les entreprises à mission, c'est la marche supérieure. C'est très intéressant parce que l'entreprise à mission, c'est les actionnaires eux-mêmes qui inscrivent dans les statuts une mission spécifique, là où ils pensent, avec les dirigeants, que l'entreprise a quelque chose de bien, de plus à apporter au monde. Voilà la façon dont je vais m'inscrire dans la marche du monde. Donc ma mission, elle peut être scientifique, culturelle, éducative, sociale, environnementale. Et forcément, cette mission va impacter mon modèle économique et elle va impacter ma gouvernance. Et là, je rentre dans une réflexion de partage de la valeur et je suis soumis à une évaluation selon un référentiel que je co-construis avec les parties prenantes de ma mission. L'entreprise à mission, contrairement à ce qu'on croit, c'est un formidable espace de liberté dans lequel certaines entreprises qui se sentent particulièrement contributives, mais ces entreprises-là, elles sont contributives par... C'est l'ADN des fondateurs qui explique ceci, sont assises sur des valeurs très fortes. Et donc, elles décident réellement d'avoir une approche de leur objet social qui ne soit pas exclusivement marchand. Et même la rentabilité est mise au service d'une cause, d'une mission. Et donc, en droit français maintenant, avec la loi Pacte, vous avez la possibilité, si vous le voulez, de devenir une entreprise à mission. Et la principale distinction avec la RSE, et j'en terminerai par là, et Frédéric est le gardien du temps, c'est que enfin la RSE bouge et va se positionner au cœur du réacteur, c'est-à-dire dans la gouvernance de l'entreprise, là où s'arbitrent tous les enjeux relatifs au partage de la valeur. Eh bien, dans ce cas-là, on peut considérer que l'entreprise devient un acteur politique. Alors, vous avez certainement vu que la Maïf, qui est un assureur, qui était un assureur militant, est devenue entreprise à mission. L'entreprise à mission est un statut, c'est une reconnaissance juridique, ce n'est pas une nouvelle forme juridique qui s'applique si vous êtes une coopérative, une mutuelle, une SARL, une ESA, etc. Ce qui est intéressant dans le cas de la Maïf, c'est qu'ils avaient déjà des gènes, on va dire des gènes mutualistes. Bon, on me demande, mais est-ce qu'une entreprise cotée peut devenir une entreprise à mission ? En fait, ce qui est compliqué avec ces sujets, je reviens à l'actionnaire, c'est que dans une entreprise cotée, une grande entreprise cotée, c'est l'actionnaire qui a le numéro de téléphone. C'est compliqué. Vous pouvez être actionnaire d'une entreprise cotée pour une nanoseconde, pour 5 ans, pour 3 mois, pour 2 ans. Il y a des actionnaires salariés, des actionnaires institutionnels, il y a du flottant, il y a des fonds qui sont un petit peu plus, on va dire, prédateurs que d'autres. Très compliqué de créer un affectio societatis quand on est une entreprise cotée. Les entreprises qui peuvent davantage se tourner vers revendiquer cette utilité sociale sont plus des entreprises qui ont des actionnariats plus stables. Donc on a des grosses entreprises familiales, qui peuvent être cotées d'ailleurs, ou des mutuelles. Mais ce n'est pas parce qu'on est mutuelle ou coopérative, le statut ne fait pas vertu, que la gouvernance est particulièrement vertueuse. Donc cette loi a permis en fait, de se reposer les bonnes questions et à mon sens au bon moment. Parce que finalement, je vais essayer d'être claire. Vous pouvez être une entreprise qui a adopté tous les codes de la responsabilité sociale, donc faire les choses de façon tout à fait responsable, mais n'être en rien utile à la société. Vous me suivez ? Ouais. Et c'est ça qui est interpellé aujourd'hui. Contribution, utilité. Hein. Absolument. C'est ça qui est interpellé aujourd'hui. La responsabilité sociale, c'est bon, tout le monde connaît ses gammes, plus ou moins bien, avec plus ou moins de sincérité. C'est encadré, il y a des contre-pouvoirs. Les entreprises ont effectivement créé des comités de parties prenantes, etc. Mais la question de l'utilité, c'est bien celle-là qui se pose aujourd'hui. Est-ce que votre entreprise est utile ou pas à l'humanité et à la planète compte tenu des enjeux que nous devons traverser ensemble et résoudre collectivement ?
Est-ce que la réponse tend plutôt vers le oui ou vers le non? Le problème de l'utilité, c'est que c'est évidemment un concept, c'est une notion très philosophique. L'utilité vue de qui, de chez qui? Moi, je suis une entreprise qui emploie énormément de personnes, je suis utile. Même si ce que je fais n'a aucun sens, enfin, on va dire, bon, je suis un peu radicale, n'a pas énormément d'intérêt. Enfin, on pourrait très bien s'en passer pour vivre, pour faire court. Mais j'emploie peut-être 10 000 personnes que je forme, donc je suis utile. Comme disait Voltaire, le superflu est une chose très, très importante. Donc, je préfère parler d'entreprise contributive. Donc, est-ce que vous contribuez ou pas à améliorer tangiblement le sort de vos compatriotes, concitoyens ou celui de la planète? Et finalement, c'est ce sujet maintenant qui va être intéressant pour les prochaines années et qui va être... Vous allez être challengé comme vous n'avez pas idée, je le suis, par ce que j'appelle les Sustainable Natives. On a eu les Digital Natives, et d'ailleurs, la révolution numérique a été un écran de fumée qui a empêché la RSE, c'est ma version, de progresser autant qu'elle aurait voulu. Parce que toutes les entreprises se sont complètement repositionnées sur les enjeux numériques, les enjeux du digital. On a créé des postes de Chief Digital Officer, encore une fois. Et beaucoup de budgets ont été alloués sur ce sujet-là, avec une peur du décrochage par rapport au GAFA, au e-commerce, etc. Et la responsabilité sociale est restée un sujet un petit peu en souffrance, un peu latent. Donc maintenant, les digital natives, ils sont au poste, ils sont dans les entreprises, ils ont 35 ans, ils ont 40 ans, ça y est, ils sont installés dans l'entreprise. Ceux qui arrivent, ce que j'appelle les sustainable natives, c'est-à-dire ceux qui ont aujourd'hui 20 ans, qui vont rentrer sur le marché du travail, qui savent, qui sont parfaitement renseignés, c'est ceux qui ont défilé dans la rue, à Paris, dans toutes les capitales, c'est ceux qui sont très radicaux, qui nous interpellent, nous, en disant « mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Mais ceux-là, vous allez les avoir en entreprise. Et ceux-là, je peux vous dire qu'ils questionnent le sens. Et ceux-là ne feront pas les choses comme nous, on les a faites. Et je suis très étonnée de voir que dans la façon dont ils appréhendent leur rapport à l'entreprise, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas l'entreprise, pas du tout. C'est qu'ils questionnent son sens et son utilité. Et ils demandent des preuves. Et ils demandent du concret. Et c'est cela qu'il va falloir embarquer dans un projet qui ne soit pas uniquement de la RSE, un peu tiède, mais un vrai projet de sens et de transformation, presque un projet politique. Et en ce sens, c'est une formidable opportunité pour les entreprises de se révéler et de se réveiller, à condition d'embarquer les actionnaires, à condition d'embarquer les investisseurs, parce que, in fine, rien ne pourra être fait si la finance ne bascule pas. Si la finance bascule, et elle basculera parce que ça sera peut-être plus intéressant d'épouser les enjeux du nouveau monde que de se contenter de la rente de l'ancien monde, eh bien là, nous aurons une chance d'avancer ensemble. Mais vous voyez bien que là, le carnet de notes, il est très loin derrière moi. C'est-à-dire que chacun est responsable de son carnet de notes. En fait, chacun a sa feuille de route et chacun doit contribuer à sa mesure en fonction de ses moyens et rendre compte. Donc, on n'est plus dans une approche qui serait des censeurs, des juges, quelle est la légitimité du juge, etc. La situation, elle est réellement critique. Je suis aussi vice-présidente de la Fondation Nicolas Hulot, comme ça vous savez tout, presque tout. J'ai vraiment à cœur de parler de ces sujets d'environnement, de changement climatique, mais il faut juste comprendre que la situation, elle est réellement, mais je dirais, c'est même pas alarmant, c'est-à-dire qu'on va basculer dans une nouvelle civilisation et on va devoir apprendre, revoir de fond en comble nos modes de production et de consommation, être beaucoup plus radicaux. Ce n'est pas la stratégie du cheval de Troie que moi j'avais imaginée quand j'ai créé une agence de notation qui va marcher. C'est une approche maintenant beaucoup plus radicale. Et donc, dans cette perspective-là, je pense qu'il y a des entreprises qui vont juste disparaître et d'autres qui vont peut-être se réinventer. Mais elles se réinventeront encore une fois sur cette notion d'utilité et de sens, à condition de pouvoir, évidemment, changer leur modèle économique. Mais c'est juste vertigineux pour certaines entreprises de changer le modèle économique. Quand vous êtes sur un modèle de volume et que vous devez passer à un modèle de gestion, c'est juste comment vous faites. C'est plus du tout la même entreprise, c'est plus du tout la même chaîne de valeur. C'est peut-être pas 10 000 emplois, c'est peut-être une entreprise qui fait 2 000 personnes. Vous voyez, toutes ces entreprises vont devoir se poser ces questions. Et je ne crois pas du tout à une approche qui serait une approche donneur de leçons versus mauvais ou bons élèves. Je pense à une approche collective.
Et si on n'a pas cette approche collective, et c'est pas très compliqué, et je terminerai par là, je pense qu'on est mal barré. Alors on a voulu, nous, faire quelque chose de très rigolo pour interpeller les actionnaires avec Profil. Le 4 février dernier, on a loué le théâtre du Gymnase à Paris, et on a inventé l'AG du futur avec le magazine Ouzbek Erika. Donc l'AG du futur, on a vraiment joué. Alors on a inventé from scratch un business case d'une entreprise, une entreprise familiale cotée qui s'appelait Mirliton dans l'agroalimentaire. Voilà. Et côté familial, et on l'a joué. Donc on a joué une vraie AG. Et cette AG, en fait, proposait au vote des actionnaires, l'organe souverain à l'Assemblée générale, de voter ou pas en faveur de la transformation de l'entreprise en entreprise à mission. Donc on a présenté notre mission, on a dit comment on y avait travaillé, on a présenté les membres du comité d'impact qui sont venus pitcher. Et les spectateurs étaient des actionnaires qui, au moment où ils se sont inscrits, on leur a demandé de s'inscrire en fonction du collège d'actionnaires auquel ils souhaitaient appartenir. Donc ils ont dit actionnaires salariés, familial, conservateur, jeune génération qui pousse, ou fonds ISR. On l'a fait avec Sycomore aussi, qui était notre partenaire. Eh bien, on pensait qu'on allait réunir 150 personnes, friends and family, mais qu'on allait quand même se faire plaisir. On a eu 700 personnes, le théâtre était comble. J'ai eu des profs d'éco qui m'ont appelé à la dernière minute pour me demander s'ils pouvaient amener leur classe. C'était intergénérationnel, c'était joyeux, c'était très réussi, c'était très pro. On a réellement joué le rôle d'un vrai conseil d'administration qui se présente devant l'organe souverain qui est les actionnaires. Et on a lancé un petit film que je vous épargne, vous pouvez le trouver sur AG du futur. Et en fait, c'était aux urnes actionnaires. Actionnaires, réveillez-vous. Donc, c'est bien parce que ces sujets d'utilité et de sens doivent être placés au cœur de la gouvernance. C'est bien parce que c'est là que doit être repensé le partage de la valeur que j'ai un bon espoir avec la loi Pacte, mais pas uniquement, puisque ces statuts d'entreprise à mission sont en train de fleurir partout dans le monde, y compris aux États-Unis, qui ont initié. C'est les statuts de Public Benefit Corporation, avec cette nouvelle génération qui arrive, ces entrepreneurs qui veulent bouger, ces investisseurs qui ont peut-être envie de basculer. J'ai envie de terminer sur une note positive et de dire que oui, l'entreprise a un rôle politique et ce n'est pas un gros mot. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Geneviève Ferron-Creuset. Merci infiniment. Quelques questions. Je crois que Jean-Pierre, tu avais une question. Donc d'abord, Geneviève, merci. Et c'est pas une question, en fait, c'est juste une petite illustration par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, Roger dit suffisamment et me présente suffisamment comme un des papas du bilan social. Et donc, quelques années avant. Et j'ai beaucoup aimé la petite remarque disant qu'un des blocages au départ avait été l'absence de data. Et c'est quand même assez fabuleux d'imaginer que quand on a lancé le bilan social finalement à la fin des années 70, on s'est heurté évidemment à une absence de data. Et à une absence de data, c'était quand même assez drôle d'imaginer qu'une entreprise à la fin des années 70 était dans l'incapacité de donner simplement comment dirais-je, le nombre de ses effectifs. Et le problème de la normalisation de la présentation était central. Il y avait celles qui calculaient leurs effectifs à la fin du mois, celles qui calculaient un effectif moyen, celles qui intégraient ou non les intérimaires, etc. etc. Et donc, juste, j'ai été assez sensible à cette remarque parce que c'était quand même assez drôle. On imaginait, quand on a posé les critères du bilan social, qu'on allait claquer des doigts et que ça allait sortir des ordinateurs. Pas du tout. Voilà, c'était juste une illustration. C'est vrai, on n'avait que ça à se mettre sous la dent, le bilan social, et encore, c'était galère pour l'obtenir, parce qu'il y avait 3 récipiendaires autorisés. Il y a un point, avant de passer aux autres questions, qui est intéressant et qui nous interpelle par rapport à ce que disait Denis Oliven tout à l'heure, le rôle, la responsabilité d'une entreprise, avec des vraies dissonances. On parlait du glyphosate, Monsanto, c'est caractéristique, non? Oui, alors Monsanto, comment dirais-je? Monsanto, c'est grave dans la mesure où on est dans une entreprise qui a vraiment une vision, qui a une vision de la civilisation, de sa contribution à l'humanité, qui est vraiment une vision la technologie va nous sauver, donc c'est des semences artificielles, c'est de la chimie. Et puis c'est de dire, attends, on est 10 milliards bientôt sur Terre, vous voulez les nourrir ou vous voulez les laisser crever? Donc c'est une espèce
c'est une sorte de fuite en avant qui est mortifère. Dans le cas de Monsanto aussi, il y a quelque chose, mais je ne vais pas aller très vite, qui est grave, mais ce n'est pas propre à Monsanto, c'est aussi le fait que ces entreprises qui sont dans une sorte de fuite en avant technologique ou de pensée magique technologique, alors je ne suis pas du tout technophobe, je pense que la technologie va être très utile, mais encore faut-il qu'il y ait réellement une vision de civilisation derrière. Eh bien, ces entreprises instrumentalisent aussi la science. Il faut faire très attention, parce qu'un des derniers remparts de la démocratie qui nous reste, c'est la parole scientifique. Et il faut faire attention aux scientifiques. Il faut faire très attention, parce que si ce rempart lâche, qui va être le tiers de confiance qui va peut-être nous permettre d'avoir encore des espaces de débat et des espaces de réflexion sanctuarisés. Donc voilà, c'est pour Monsanto. C'est une vision de l'entreprise, de la technologie et une façon de répondre aux enjeux de civilisation qui est très particulière et qui peut être très dangereuse. Je suis aussi bien coiffée que ça, c'est cool. Bonjour, Marc Castagnier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous avez parlé du rating pour les entreprises. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puisque vous avez quitté, je suppose, Fitch Rating. Donc, quelle est un peu la situation aujourd'hui à ce niveau-là? Et est-ce que vous croyez qu'un jour, ça va arriver qu'au niveau des marchés financiers, on notera les entreprises non pas uniquement par le financial bottom line, mais aussi par les impacts? Eh bien, je pense qu'on y est. Je pense qu'on y est. Alors moi, je n'y suis plus parce que 97, là, ça fait 22 ans. On y est parce qu'il y a maintenant un mouvement de consolidation. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais je vais vous répondre. Il y a un mouvement de consolidation parce que je suis restée dans les conseils, dans les boards de plusieurs agences de notation extra-FI en Europe. Il y a un mouvement de consolidation qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que les petites boutiques ou les plus grandes se sont fait racheter toutes progressivement. Kifar FTSE et Beyond Ratings, Vigeo, Moody's. Il y avait Sustainability qui s'est fait racheter par MSCI, le producteur d'indices. Donc ça y est, le temps de la convergence financière, extra-financière, c'est maintenant. C'est-à-dire c'est vraiment les années, ça, 1 an, 2 ans maximum, on est dedans, on est dans le temps de la convergence. Mais le temps de la convergence, si je peux me permettre, elle est uniquement animée par un levier et un seul, pour l'instant, c'est le carbone. C'est-à-dire que c'est toutes les datas carbone qu'ont emmagasinées, toutes les métriques, toutes les méthodologies de ces petites agences de notation extra-FI qui intéressent et qui... les sujets sociaux n'intéressent pas du tout. Donc, ce qui intéresse, c'est les externalités plutôt environnementales et c'est plutôt le carbone. La biodiversité est très compliqué d'avoir des maîtrises et des taxonomies sur le... Donc, c'est la taxonomie carbone qui intéresse la notation financière. Ce qui est on peut s'en réjouir avec maintenant des référentiels convergents sur qu'est-ce que ça veut dire la neutralité carbone. Est-ce qu'on peut... Voilà, parce que chacun y allait de sa petite recette neutre en carbone d'ici 2050, chacun y allait de son référentiel, de sa recette. On a un besoin de convergence de méthodologie et la notation financière a maintenant à intégrer ces éléments. À titre personnel, moi je faisais le pari que les entreprises allaient être interpellées sur leur empreinte carbone et sur leur rating carbone, sur leur trajectoire carbone. Et l'inflexion de leur trajectoire. Je pense qu'on y est. Enfin, en tous les cas, ça va être des questions qui vont probablement être abordées dans le cas des ratings financiers. Il était temps. Il était temps. On a passé un moment passionnant. Geneviève Ferron-Creuset, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.